À l'aube du XIVe siècle, la France rayonnait de la chrétienté. Ses universités rayonnaient à travers l'Europe, sa chevalerie était un modèle de bravoure et ses cathédrales, s'élevant vers le ciel, semblaient toucher le trône même de Dieu. Au cœur de cette splendeur trônait le roi Philippe IV, surnommé le Beau pour sa beauté glaciale, presque inhumaine, et le roi de fer pour sa volonté inflexible. Il anéantit l'ordre du Temple, soumit la papauté et centralisa le pouvoir comme aucun de ses ancêtres n'avait su le faire. Son royaume était un monolithe taillé dans le granit et la dynastie capétienne, qui régna sur la France pendant plus de 3 siècles, paraissait aussi éternelle que la Gaule elle-même. Le roi de fer avait 3 fils, Louis, Philippe et Charles, 3 piliers sur lesquels, pensait-on, reposerait l'avenir du royaume. Ce n'était pas seulement une question de richesse, c'était une garantie, un gage de stabilité, une bénédiction divine. Mais en 1314, le roi de fer mourut, et à son dernier souffle, le premier grain de sable pénétra dans la machine bien huilée de la monarchie française, destinée à devenir au fil du temps une meule de moulin, broyant le destin de générations entières. Le premier à monter sur le trône fut son fils aîné, Louis X, dit le querelleur. Son règne fut court, troublé et malheureux. Il mourut 2 ans plus tard, ne laissant derrière lui que sa jeune fille, Jeanne, et une veuve enceinte. Le royaume retint son souffle. Pour la première fois en 3 siècles, aucun héritier mâle direct n'était désigné. Et si l'enfant était une fille, une femme destinée au mariage et à la maternité pouvait-elle porter la couronne de Charlemagne? Les barons et les pairs de France, puissants seigneurs féodaux dont le pouvoir avait été érodé pendant des siècles par la main de fer des Capétiens, y virent une opportunité. L'occasion de regagner leur influence perdue, l'occasion d'imposer leur volonté au trône. Le destin semblait sourire à la France. La reine donna naissance à un fils, Jean Ier, le posthume. Le jeune roi, dont le règne ne se compta pas en années, mais en jours, ne vécut que 5 jours. 5 jours d'espoir, suivis du plus profond désespoir. La lignée directe de Louis le querelleur était coupée. La flamme, à peine vacillante, s'éteignit. Ce fut alors au tour du second fils du roi de fer, Philippe, comte de Poitiers. Il avait assuré la régence pour son neveu nouveau-né et n'avait aucune intention d'abdiquer après sa mort. Un seul obstacle se dressait sur son chemin, sa nièce, Jeanne, fille de Louis. Puis, au plus fort de la crise dynastique, un ancien code de droit tribal franc, à moitié oublié, la loi salique, fut exhumé des archives poussiéreuses. L'un de ses préceptes stipulait qu'une femme ne pouvait hériter de terre. Dans l'alchimie politique de l'époque, le terme « terre » se transforma aisément en « couronne ». Les pairs de France, réticents à voir une jeune fille sur le trône et susceptibles de transmettre la couronne à un prince étranger par le mariage, soutinrent sans hésiter Philippe. On proclama « Il ne sied pas aux lys de France de filer ». Une femme ne pouvait ni hériter du trône, ni en transmettre les droits. Ainsi, Philippe V, dit le Grand, devint roi de France, créant un précédent qui allait lui être fatal. La crise semblait passée. Mais la malédiction qui pesait sur les fils de Philippe le Bel persistait. Philippe V régna 6 ans et, comme son frère aîné, mourut sans héritier mâle. Il n'eut que des filles, et conformément à la loi qu'il avait lui-même si ardemment défendue, elles furent exclues du trône. La couronne revint au dernier fils du roi de fer, Charles IV, surnommé le Bel. Toute la France priait pour la naissance d'un dauphin.
Charles était chargé d'assurer la continuité de la grande dynastie qui régnait sur le pays depuis Hugues Capet. Mais le ciel resta sourd à leurs prières. Année après année, la reine ne donna naissance qu'à des filles. En 1328, Charles IV, dernier descendant mâle direct des Capétiens, s'éteignit. Son épouse était de nouveau enceinte, mais cette fois encore, une fille naquit. La branche directe de ce grand arbre s'était éteinte à jamais. La France était orpheline. Pour la première fois en 341 ans, il n'y avait pas de roi incontestable. Qui hériterait du trône? Une assemblée des plus hauts nobles du royaume se réunit pour décider du sort de la nation. 2 prétendants étaient en lice. Le premier était Philippe, comte de Valois. Fils de Charles de Valois, frère cadet du roi de Fer, il était donc le cousin de feu Charles IV. Français de sang, de langue et d'esprit, il était l'un des leurs, un seigneur puissant, un choix compréhensible et prévisible pour l'aristocratie française. Mais il y avait un second prétendant, et sa prétention, abstraction faite de la loi salique, était bien plus convaincante. Il s'appelait Édouard III et il était roi d'Angleterre. Sa mère était Isabelle de France, fille de Philippe le Bel en personne, sœur des 3 derniers rois. La Louve de France, comme on la surnommait en Angleterre. Ainsi, Édouard n'était pas un cousin, mais un petit-fils naturel du roi de Fer. Par le sang, il était plus proche de la dynastie éteinte que les Valois. Mais il était anglais, et il revendiquait son trône par sa mère, une femme. Le choix qui se présentait aux barons français ne se limitait pas à choisir entre 2 hommes, mais entre 2 avenirs. D'un côté, il y avait le leur, un roi de France issu d'une branche collatérale qui garantirait la préservation de l'ordre traditionnel. De l'autre, un puissant monarque étranger qui unirait les couronnes de France et d'Angleterre sous un seul règne, créant un empire sans précédent. Pour ces fiers pères français, l'idée de prêter allégeance à un roi d'Angleterre était insupportable, et ils firent leur choix. Invoquant une fois de plus la loi salique, ils déclarèrent qu'Isabelle, en tant que femme, ne pouvait transmettre à son fils un droit qu'elle ne possédait pas. La couronne de France fut attribuée à Philippe de Valois, qui devint le roi Philippe VI, fondateur d'une nouvelle dynastie, la dynastie des Valois. En Angleterre, le jeune et ambitieux Édouard III considérait cela comme une insulte et une usurpation. Se voyant comme l'héritier légitime de la couronne la plus puissante d'Europe, il n'avait aucune intention de renoncer à ce qu'il estimait être son droit de naissance. La décision prise dans les salles dorées des palais parisiens allait être scellée dans le sang sur le champ de bataille. 2 nations, rivales depuis des siècles, devenaient désormais des ennemis mortels. De sombres nuages s'amoncelaient à l'horizon. Nul ne savait encore qu'une querelle de succession, née de l'absence d'un seul héritier mâle, plongerait la France dans un siècle de feu et d'acier qui entrerait dans l'histoire sous le nom de « guerre de 100 ans ». 10 ans s'étaient écoulés depuis le désastre de Crécy, mais la France était encore profondément marquée par la guerre. Le roi déchu eut pour successeur son fils, Jean II, surnommé « le Bon ». Mais il s'agissait là de la bienveillance d'un chevalier, non d'un souverain pragmatique. Jean était un homme d'un autre temps, prisonnier d'un code d'honneur dans un monde où les règles du jeu évoluaient rapidement. Il concevait la guerre comme une succession de duels nobles, un tournoi où la bravoure primait sur tout. Il croyait en la puissance invincible de l'aristocratie en armure, au droit sacré d'un roi de mener ses chevaliers à la gloire. Il se retrouva face à un homme dont le nom était déjà devenu synonyme de terreur en France, Édouard Plantagenet, prince de Galles,
connu de la postérité sous le nom de prince noir. Non pas pour la couleur de son armure, comme le veut la légende romantique, mais pour la sombre gloire qui précédait ses troupes. Fils du roi d'Angleterre Édouard III, il incarnait une forme de guerre nouvelle et impitoyable. Pour lui, la France n'était pas un champ de bataille pour les actes de chevalerie, mais une ressource à épuiser, un échiquier où la vie des pions, paysans et citadins, ne valait rien. Durant l'été 1356, le prince noir déferla de nouveau sur la France. Son armée aguerrie marcha d'Aquitaine vers le nord, jusqu'au cœur même du royaume. Il ne s'agissait pas d'une campagne de conquête, mais d'une stratégie de la terre brûlée, la chevauchée. Les Anglais ne prirent ni château ni ville. Ils incendièrent les villages, détruisirent les récoltes et emmenèrent le bétail. Dans leur sillage, il ne restait que l'odeur de brûlé et les lamentations des terres dévastées. Chaque grange en flammes, chaque vigne piétinée était un coup dur pour l'économie française, compromettant la capacité même du roi à faire la guerre. Les colonnes de fumée noire, visibles à des dizaines de lieues, étaient un message clair. Votre roi ne peut vous protéger. Jean le Bon ne pouvait plus tolérer cette humiliation. Ayant rassemblé une immense armée, l'élite de la chevalerie française, il se lança à la poursuite des Anglais. Les Français étaient plusieurs fois plus nombreux que les Anglais. Leur cœur brûlait d'une soif de vengeance pour Crécy, pour le déshonneur de leur patrie. Finalement, près de Poitiers, ils rattrapèrent l'ennemi. L'armée du prince noir était épuisée par le long raid, alourdie par un butin énorme et coupée de toute issue. Les Anglais étaient pris au piège. La victoire semblait certaine. Le prince lui-même, conscient du désespoir de la situation, entama même des négociations, proposant de restituer tout le butin et de jurer de ne pas combattre la France pendant 7 ans. Mais la noblesse française, grisée par l'espoir du triomphe, exigea une reddition sans condition et la capture du prince et de 100 de ses meilleurs chevaliers. Pour Édouard, c'était impensable. Les négociations échouèrent. La bataille devint inévitable. Le matin du 19 septembre 1356, les deux armées se firent face, figées. Les Anglais occupaient une position exceptionnellement avantageuse sur une colline protégée par des vignes, des haies et des plaines marécageuses. Leur force ne résidait pas dans leurs armures étincelantes, mais dans des milliers de paysans maniant de longs arcs en if, une arme qui avait déjà prouvé son efficacité redoutable à Crécy. Les Français, se souvenant de cette amère leçon, décidèrent de changer de tactique. La majeure partie des chevaliers descendit de cheval pour attaquer à pied, espérant ainsi être moins vulnérables aux flèches. Ce fut une erreur fatale. L'avalanche de cavalerie française, chargée de percer les rangs des archers, se rua à la première, et le ciel s'assombrit. Les flèches anglaises ne volaient pas seulement, elles s'abattaient en un mur hurlant et implacable. Des milliers de pointes acérées s'enfoncèrent dans la chair, transperçant les cottes de mailles et les articulations des armures. Les chevaux, fous de douleur, s'écroulèrent, éjectant leurs cavaliers et créant un rempart infranchissable de corps dans les rangs d'attaque. L'assaut fut noyé dans le sang. Puis les chevaliers, à pied, chargèrent. Lourdement en armure, sous un soleil de plomb, ils gravissaient péniblement la colline dans la boue, offrant des cibles faciles. Les archers anglais, d'un sang-froid glacial, abattaient l'élite de l'aristocratie française. Chaque pas des guerriers français était un effort surhumain. Chaque mètre coûtait des dizaines de vies. La bataille se transforma en un massacre brutal, où la noblesse chevaleresque, embourbée dans la boue et aveuglée par son orgueil, se révéla impuissante face à la discipline
et à la force meurtrière des roturiers anglais. Et à ce moment critique, le prince noir se révéla non seulement cruel, mais aussi un tacticien hors pair. Il ne se contenta pas de se défendre passivement. Voyant que l'attaque principale française était enlisée, il engagea sa petite réserve de cavalerie dans la bataille, la lançant à flanc et à l'arrière de l'armée française épuisée. Le coup fut soudain et dévastateur. Au cœur de ce chaos, entouré de ses derniers fidèles vassaux, le roi Jean continuait de se battre. Hache de guerre à la main, il combattait comme un simple guerrier, faisant preuve d'une bravoure exceptionnelle. À ses côtés se tenait son plus jeune fils, Philippe, âgé de 14 ans, qui criait pour avertir son père des coups qui s'annonçaient. « Père, attention à droite. Père, attention à gauche. » Mais même le courage du roi ne put changer l'issue de la bataille. L'armée française se débanda et prit la fuite. Le roi, pratiquement seul, fut encerclé. La France avait perdu non seulement son armée, mais aussi son monarque. Jean le Bon, roi de France, fut fait prisonnier. Ce même soir, un événement inimaginable se produisit. Sous sa tente, le prince noir offrit un dîner en l'honneur du roi captif. Il servit lui-même Jean, refusant de s'asseoir à sa table, se déclarant indigne de côtoyer un si grand souverain et un si vaillant chevalier. Le cruel commandant, les mains tachées jusqu'au coude du sang du peuple français, fit preuve d'une courtoisie irréprochable et d'un respect chevaleresque envers son captif couronné. Ce paradoxe résumait l'essence de cette époque. Une cruauté inouïe sur le champ de bataille et une courtoisie raffinée sous la tente du vainqueur. Mais cette courtoisie ne pouvait masquer l'ampleur de la catastrophe. Le roi de France fut capturé. La noblesse fut massacrée ou faite prisonnière. L'armée fut anéantie. Le pays se retrouva sans chef, sans défense et humilié. La bataille de Poitiers fut bien plus qu'une simple défaite militaire. Elle devint le symbole de l'effondrement total du monde féodal et plongea la France dans l'anarchie, le désespoir et la guerre civile, ouvrant l'un des chapitres les plus sombres de son histoire séculaire. Des cendres et de l'humiliation du traité de Brétigny, des ténèbres où la France semblait à jamais perdue, naît une ère nouvelle. Ce n'est pas l'ère des victoires éclatantes sur les champs de bataille, ni le temps des chevaliers héroïques en quête de gloire dans des attaques suicidaires. C'est le temps des bureaux silencieux, du crissement des plumes, du froissement des cartes et des calculs implacables. C'est l'ère de la Renaissance sous le sceptre de Charles Quint, dit le sage. La France qu'il prit en charge n'était pas simplement vaincue, elle était dévastée. Le léopard anglais s'était emparé d'un tiers de son territoire. Des bandes de mercenaires laissées sans activité après l'armistice, les fameuses grandes compagnies, sillonnaient le pays comme des meutes de loups affamés, incendiant, pillant et tuant. Le trésor était vide, le peuple désespéré, l'aristocratie démoralisée. Ce n'est pas un guerrier comme son père Jean ou son grand-père Philippe qui monta sur le trône. Charles était un homme maladif, physiquement faible, incapable de porter une armure lourde. Ses armes n'étaient ni l'épée ni la lance, mais son intelligence, sa patience et une maîtrise de l'art de gouverner étonnante pour son époque. Il considérait le royaume non comme son fief personnel, mais comme un organisme complexe gravement malade et nécessitant une guérison. Charles Quint en devint le principal médecin. Sa priorité absolue fut la finance, véritable centre névralgique de la guerre. Il entreprit une réforme monétaire, créant un franc or stable, symbole de stabilité retrouvée. Il instaura des taxes permanentes, comme le fouage, taxe sur la fumée, et veilla à ce que ces fonds ne soient pas détournés par les seigneurs féodaux, mais versés directement au trésor royal.
Lentement mais sûrement, Charles Quint jeta les bases financières de sa future vengeance. Il avait compris ce que ses prédécesseurs n'avaient pas saisi. La guerre se gagne non seulement par le courage, mais aussi par l'or. Mais l'argent n'était qu'un moyen. Il fallait une nouvelle approche de la guerre. Les désastres de Crécy et de Poitiers inculquèrent à Charles une terrible mais précieuse leçon. Il comprit que la chevalerie française, avec son code d'honneur, sa soif de gloire personnelle et son mépris pour la tactique, était impuissante face à la discipline des archers anglais et à leur redoutable aide-pieux. Charles prit donc une décision révolutionnaire. La France renoncerait désormais aux batailles décisives. La nouvelle stratégie était une guerre d'usure, une guerre de la terre brûlée, d'attaques surprises et de sièges interminables. Au lieu de jeter leurs chevaliers dans la mêlée sous les flèches anglaises, les troupes françaises devaient poursuivre l'ennemi, attaquer ses convois de ravitaillement, intercepter les fourrageurs, piéger les garnisons dans les châteaux et, méthodiquement, reprendre une à une les villes et les forteresses. C'était une guerre lâche, anti-chevaleresque, méprisée par la vieille aristocratie, mais c'était la seule véritable. Une telle guerre exigeait un nouveau type de commandant. Et Charles en trouva un. Cet homme était Bertrand du Guesclin. Breton, petit et trapu, au visage bien loin des idéaux aristocratiques, il était l'antithèse du chevalier courtois. Du Guesclin était un guerrier dans l'âme, un génie de la guerre rapprochée, un maître des embuscades, des assauts et des sorties audacieuses. Il ne recherchait pas la gloire dans les duels, il recherchait la victoire pour la France. Charles, le roi intellectuel, vit en ce Breton rustre l'instrument idéal de sa stratégie. Leur union, celle d'un souverain sage et d'un guerrier farouche, devint le moteur de la vengeance française. Tout d'abord, Charles Ier accomplit une brillante manœuvre diplomatique. Il tira profit des grandes compagnies, ce fléau qu'était la France. Sous prétexte d'aider l'un des prétendants au trône de Castille, il dépêcha du Guesclin avec une immense armée de mercenaires en Espagne. D'un seul coup, il débarrassa son pays des bandits et entraîna l'Angleterre, qui soutenait l'autre prétendant, dans une guerre acharnée en territoire étranger. Puis, en 1369, Charles Quint, sentant un pays renforcé et une armée fidèle à ses côtés, déclara le traité de Brétigny-Caduc et reprit la guerre. Le monde découvrit alors une France radicalement différente. Les Anglais, fidèles à leur tactique de raids dévastateurs, les chevauchés, envahirent sans cesse l'intérieur du pays. Mais à présent, ils ne trouvèrent que le désert. Les villes fermèrent leurs portes, les paysans cachèrent leurs récoltes, et des forêts et des ravins, les escadrilles volantes de du Guesclin fondirent sur les colonnes anglaises qui s'étendaient sur des kilomètres. Les Français refusèrent de combattre. Ils piquèrent, tourmentèrent et épuisèrent l'ennemi, ne lui laissant ni repos ni nourriture. Les armées anglaises déferlèrent sur la France, ne laissant que des cendres derrière elles, ne conquérant rien, perdant hommes et chevaux à cause de la faim, des maladies et des attaques incessantes. Entre-temps, du Guesclin, nommé connétable, commandant suprême de la France, entreprit une reconquête méthodique des territoires. Il ne s'attaqua pas de front aux forteresses imprenables. Il corrompit les commandants, usa de ruses et lança des attaques nocturnes surprises. Ville après ville, château après château, province après province, tout retourna sous la couronne de France. Le Poitou, la Saintonge et Angoulême tombèrent. Les Anglais furent chassés de la quasi-totalité de la Normandie et de la Bretagne. La victoire décisive fut celle de La Rochelle en 1372,
où une flotte franco-castillane conjointe anéantit une escadre anglaise, privant ainsi les Anglais de leur suprématie navale et de la possibilité de ravitailler librement leur enclave d'Aquitaine. À la fin du règne de Charles Quint en 1380, il ne restait plus que quelques villes côtières des vastes possessions anglaises sur le continent: Calais, Cherbourg, Brest, Bordeaux et Bayonne. Le léopard anglais fut mortellement blessé et repoussé vers la mer. Charles le Sage ne vécut pas assez longtemps pour voir la victoire finale. Mais il accomplit l'impossible. Il prit le pouvoir sur un royaume à genoux, humilié et dévasté, et laissa à son héritier une nation renaissante de ses cendres. Il créa une armée professionnelle, remplit le trésor, restaura le prestige du pouvoir royal et surtout redonna aux Français confiance en eux-mêmes et en leur victoire. Son règne ne fut pas une marche triomphale, mais le travail discret et minutieux d'un architecte reconstruisant pierre par pierre une cathédrale en ruine. Et cette cathédrale, l'État français, se dressa de nouveau, forte et prête pour de nouveaux combats. Le vent de l'histoire avait tourné. Désormais, il gonflait les voiles de la France. Un siècle de guerre, de peste et de troubles semblait céder la place à une ère d'espoir. Charles VI, surnommé le Bien-Aimé par le peuple, régnait sur la France. Jeune et énergique, il avait débarrassé le pays des conseillers cupides de son père, réduit les impôts et promis paix et prospérité au royaume. Dans toute la France, son nom était prononcé avec prière et espoir. Il était un roi d'or, un symbole de renaissance, un chevalier sur son destrier blanc qui mènerait son royaume hors des ténèbres. Mais le destin, cette maîtresse cruelle et capricieuse, lui réservait, ainsi qu'à toute la France, une épreuve des plus terribles. Tout commença par une chaude journée d'août 1392. L'armée royale traversait la dense forêt du Mans. L'air était immobile et brûlant, leurs lourdes armures telles des fournaises incandescentes. Un silence pesant et oppressant régnait, seulement troublé par le claquement rythmé des sabots et le grincement des harnais. Soudain, un fracas assourdissant déchira le silence. Un page, assoupi sur sa selle, laissa tomber sa lance, qui s'écrasa contre le casque d'un autre guerrier. Pour le roi, épuisé par la chaleur et la fièvre, ce son strident fut l'étincelle qui mit le feu aux poudres. Ses yeux, jusque-là clairs, devinrent injectés de sang et fous. Il ne voyait plus ses fidèles chevaliers, ses frères d'armes. Devant lui se dressaient seulement des ennemis, des traîtres, des fantômes venus pour le tuer. Dans un cri sauvage et inhumain, « En avant, contre les traîtres !» Charles VI dégaina son épée et se précipita vers sa suite. C'était une scène cauchemardesque. Le roi, élu de Dieu, protecteur du royaume, s'était métamorphosé en une bête enragée, semant la mort parmi ceux qui lui avaient prêté allégeance. Il frappait de tous côtés, ses coups féroces et aveugles, avant que les chevaliers, abasourdis, ne parviennent à le désarmer et à le ligoter. 4 de ces hommes gisaient morts sur le sol de la forêt. L'attaque passée, le roi sombra dans le coma. La France se figea d'horreur. Leur roi, leur espoir, était brisé. Ainsi commença le long déclin de Charles l'Aimé, qui allait désormais entrer dans l'histoire sous le nom de Charles le Fou. Sa maladie était étrange et terrifiante. Il ne reconnaissait plus son épouse, la reine Isabelle de Bavière, et oubliait son propre nom et son titre. Il pouvait passer des semaines sans se laver ni se changer, courant dans les couloirs du palais tel un loup traqué. Dans d'autres moments, plus terrifiants encore, il était obsédé par l'idée qu'il était fait de verre. Il interdisait à quiconque de le toucher, craignant de se briser en 1000 éclats scintillants.
Il portait des vêtements spéciaux renforcés de fer pour protéger son corps fragile. Cette illusion de verre devint une métaphore terrifiante de la France elle-même. Le royaume, à l'image de son monarque, était devenu fragile, vulnérable, prêt à se briser au moindre choc. Le roi était là, mais il avait disparu. Le trône n'était pas vide, mais seule l'ombre d'un homme y siégeait, une coquille vide dont l'esprit errait dans les sombres labyrinthes de la folie. Et, comme le dit l'adage, un lieu saint n'est jamais vide. Le pouvoir est un vide qui cherche toujours à être comblé. Et c'est dans ce vide, créé par la conscience trouble du roi, que se sont engouffrés les prédateurs les plus redoutables du royaume, ses plus proches parents. Une lutte sans merci pour la régence, pour le contrôle du trésor, pour l'âme même de la France, commença. D'un côté se tenait le puissant oncle du roi, Philippe le Hardi, duc de Bourgogne. Homme politique influent et expérimenté, il régnait sur de vastes et riches territoires, dont les Flandres et la Bourgogne. Il se considérait comme le gardien naturel du trône, le garant de la stabilité. Il se heurta à l'opposition du frère cadet du roi, Louis, duc d'Orléans. Beau, ambitieux, extravagant et charmant, il était l'antithèse de son oncle calculateur. Louis était proche de la reine Isabelle, si proche que des rumeurs circulaient dans tout le pays sur une liaison entre eux. Il estimait que le droit de régner lui revenait de droit, en tant que frère du roi, et non à son oncle. Pendant que le roi jouait aux cartes dans ses appartements ou hurlait à la lune, son frère et son oncle déchiraient la France. Ils imposèrent de nouveaux impôts au peuple, remplissant non pas le trésor public, mais leur propre coffre. Ils levèrent des armées privées, transformant les intrigues de cour en conflits armés. Paris devint leur champ de bataille, où les agents des deux camps complotaient, répandaient la calomnie et corrompaient les nobles. Après la mort de Philippe le Hardi, son fils Jean sans peur, duc de Bourgogne, lui succéda. Il hérita non seulement des terres et du titre de son père, mais aussi de sa haine viscérale pour la maison d'Orléans, haine qui atteignit son paroxysme. L'affrontement dépassa le cadre politique. Il devint personnel et mortel. La France était divisée en deux. D'un côté, les partisans des Bourguignons, et de l'autre, les fidèles du duc d'Orléans, plus tard appelé Armagnac. Il ne s'agissait plus d'une simple lutte de pouvoir, mais du début d'une guerre civile. Une guerre qui faisait rage au cœur même du royaume, tandis que son souverain légitime se croyait invincible. L'apogée de cette querelle survint par une sombre nuit de novembre 1407. Louis d'Orléans revenait d'une visite à la reine, traversant les rues obscures de Paris. Un groupe d'assassins surgit de l'ombre et l'attaqua. Le duc fut arraché de sa mule et sauvagement massacré à coups d'épée et de hache. Sa main tranchée gisait sur le pavé, témoignage macabre de l'horreur qui s'était déroulée. Le commanditaire de l'assassinat ne se cachait pas. Jean sans peur, duc de Bourgogne et cousin de la victime, avoua ouvertement le crime, le qualifiant non de meurtre mais d'acte de tyrannicide justifié. Il resta impuni. Le sang avait coulé et il n'y avait plus de retour en arrière possible. L'assassinat du duc d'Orléans devint la brèche qui traversa tout le royaume de Verre. La France sombra dans le chaos, les Armagnacs étaient assoiffés de vengeance, les Bourguignons de pouvoir absolu, frères contre frères, voisins contre voisins. Le pays, déjà épuisé par la guerre contre l'Angleterre, commençait à se déchirer. Un pays divisé contre lui-même ne peut subsister. Et de l'autre côté de la Manche, en Angleterre, un jeune roi ambitieux observait attentivement cette agonie. Il voyait son ennemi mortellement blessé, saignant de ses propres erreurs. Et il attendait.
attendant le moment propice pour porter le coup fatal. L'automne 1415 teintait le nord de la France de déclin et d'angoisse. L'armée anglaise, pâle copie de sa force passée, avançait péniblement en territoire hostile. Après l'épuisant siège d'Harfleur, l'armée du roi Henri V était exténuée. La dysenterie, la faim et la fatigue avaient décimé ses rangs bien plus efficacement que les épées françaises. Désormais, leur seul but n'était plus la conquête, mais la survie. Une marche forcée vers le nord, jusqu'à la sécurité du port anglais de Calais. C'était une retraite déguisée en raid audacieux, et chaque pas résonnait du bruit sourd d'un marteau funèbre. Mais la France, remise du choc initial, n'était plus une victime passive. Le royaume de France, déchiré par les luttes intestines entre les Armagnacs et les Bourguignons, trouva un point d'unité dans un ennemi commun. Des chevaliers affluèrent de toutes parts du pays sous la bannière royale. C'était plus qu'une simple armée. C'était l'élite de la nation, la quintessence de la puissance militaire française et de la fierté aristocratique. Ducs, comtes, barons, le connétable de France, Charles d'Albret, tous menaient leurs troupes, confiants dans une victoire rapide et glorieuse. Ils surpassaient de loin les Anglais épuisés en nombre. Leurs armures luisaient sous le faible soleil d'automne. Leurs chevaux de guerre frappaient le sol avec impatience. Leurs bannières flottaient au vent, comme des annonciatrices de triomphe. Une confiance en soi frôlant l'arrogance s'emparait du camp français. Ils ne voyaient pas devant eux un conquérant redoutable, mais une bête acculée, et ils s'attendaient à une chasse facile. Le 24 octobre, les Français bloquèrent la route des Anglais près du petit village d'Azincourt. Henri n'eut d'autre choix que d'affronter l'ennemi. Impossible de battre en retraite. La bataille était inévitable. Le lieu qui allait entrer dans l'histoire comme symbole de désastre était un champ étroit, fraîchement labouré, coincé entre deux forêts. Et la terre elle-même devint l'allié des Anglais. Des semaines de pluie torrentielle avaient transformé le sol argileux en un bourbier visqueux et suffocant. Un véritable cauchemar pour quiconque osait y poser le pied en armure lourde. Le matin du 25 octobre, jour de la Saint-Crépin, était froid et humide. Les deux armées se faisaient face dans un silence pesant. D'un côté, une mer d'acier, une forêt de lances et de bannières, l'aristocratie française prête à effacer la honte des défaites passées. De l'autre, la mince ligne anglaise, environ 1000 chevaliers et hommes d'armes et 5000 archers, de simples paysans dont la seule armure était leur foi en leur roi et la puissance mortelle de l'arc en if. Henri V, conscient de la gravité de la situation, fit le tour de ses troupes à cheval. Il ne leur promit ni gloire, ni richesse. Il parla d'honneur, de fraternité d'armes, et leur dit qu'en ce jour, chacun d'eux, du plus humble archer au duc, entrerait dans une légende que leurs enfants raconteraient. Les commandants français, débattant de tactique et du droit de mener la première attaque, commirent une erreur fatale. Ils décidèrent de s'appuyer sur une méthode éprouvée, une charge dévastatrice de cavalerie lourde. Sans tenir compte de l'état du terrain, ils formèrent leurs forces en 3 lignes massives et profondes. La première vague, composée de chevaliers à pied et d'hommes d'armes, s'élança. Et puis le sol les trahit. Chaque pas dans la boue collante exigeait un effort surhumain. La boue s'accrochait à leurs sabatons, les alourdissant et transformant leurs élégantes armures en chaînes de plomb. Les chevaliers, dont la force résidait dans la charge et la vitesse, s'enlisèrent, ralentirent et se muèrent en une foule désordonnée et suffocante. Ils se serrèrent les uns contre les autres, se gênant mutuellement, et rampèrent lentement et péniblement vers les positions anglaises,
devenant une cible idéale. Henri donna l'ordre. À son signal, le ciel s'assombrit. 5000 archers anglais bandèrent simultanément leurs arcs et tirèrent de la première volée. C'était plus qu'une simple pluie de flèches, c'était un déluge d'acier, un ouragan mortel. Des dizaines de milliers de longues flèches ferrées s'abattirent sur la masse compacte des Français, dans un sifflement terrifiant. Les pointes perforantes transperçaient aisément les points les plus vulnérables des armures, les articulations des cottes de mailles, les visières des casques et les parties découvertes des corps. Les cris des blessés se mêlaient au hennissement paniqué des chevaux et au bruit sourd des corps s'écrasant dans la boue. La première ligne française s'enfonça dans son propre sang, sans jamais atteindre l'ennemi. Les quelques hommes qui parvinrent à percer étaient épuisés et désorientés. Ils tombèrent sur des rangées de pieux aiguisés que les archers avaient soigneusement plantés dans le sol devant eux. La seconde vague, voyant l'avant-garde anéantie, se précipita avec un désespoir encore plus grand et ne fit qu'aggraver le carnage, se mêlant aux troupes en retraite et s'enlisant dans le même bourbier sanglant de boue et de cadavres. Quand les flèches vinrent à manquer, le chaos se mua en carnage. Les archers anglais, légèrement vêtus et agiles, abandonnèrent leurs arcs. Armés de haches, d'épées, de dagues et de lourds marteaux, dont ils se servaient pour enfoncer des pieux, ils se jetèrent dans la mêlée. Ce fut un massacre. Les aristocrates français, lourds et pâteaux, peinant à tenir debout dans la boue, devinrent des proies faciles. Ils furent jetés à terre, où le poids de leurs armures se transforma en un piège mortel. Nombre d'entre eux ne furent pas tués par les armes. Ils s'enfoncèrent simplement dans la boue sous le poids de leurs propres armures, incapables de se relever. La bataille s'acheva en 3 heures à peine. Le champ de bataille devant les positions anglaises n'était plus qu'un amas de morts et de mourants. Des milliers de chevaliers français furent tués ou faits prisonniers. Mais un autre événement tragique assombrit cette journée. Apprenant l'attaque du convoi de ravitaillement anglais, Henri, craignant que les prisonniers, plus nombreux que ses propres troupes, ne reprennent les armes, donna un ordre brutal, l'exécution de tous les prisonniers, à l'exception des plus nobles. La journée victorieuse se teinta ainsi d'un massacre de sang-froid, bafouant tous les codes de la chevalerie. Azincourt fut bien plus qu'une simple défaite. Ce fut une catastrophe nationale, une blessure au cœur même de la France. Le connétable, 3 ducs, 9 comtes et des milliers d'autres nobles périrent dans la boue près d'un petit village. Toute une génération d'aristocratie française fut anéantie. Le mythe de l'invincibilité de la cavalerie blindée fut piétiné et englouti par la boue. La France était décapitée, démoralisée et vulnérable à la conquête. Pour Henri V, la voie vers Paris et la couronne de France était toute tracée. Le désastre d'Azincourt plongea le royaume dans un abîme de désespoir, dont il semblait impossible de s'échapper. En 1420, le soleil semblait s'être couché à jamais sur la France. À Troyes, sous la pression du roi d'Angleterre victorieux Henri V et de son puissant allié, le duc de Bourgogne, un traité fut signé, scellant le destin de la dynastie des Valois. L'encre du parchemin était comme un poison, empoisonnant l'âme même du royaume. Le roi Charles VI, fou et brisé, dont la volonté n'était plus que l'ombre de celle de ses ennemis, reconnut Henri comme son héritier et régent de France. Il lui donna sa fille Catherine en mariage, scellant ainsi l'union humiliante des 2 couronnes. Le propre fils de Charles, le dauphin, fut déclaré illégitime et déchu de tous ses droits au trône. Le traité de Troyes fit plus que simplement mettre fin à la guerre.
Il effaça la France indépendante de la carte, la reléguant au rang de simple partie d'une monarchie franco-britannique unifiée. Henri V, le héros d'Azincourt, était au seuil du triomphe absolu. Il était maître de l'Angleterre et, de facto, souverain de la France. Il ne restait plus qu'à attendre la mort du vieux roi malade à Paris pour pouvoir légalement assumer la double couronne. Mais le destin, ce plus grand des dramaturges, écrivait déjà la suite, et son dénouement était imprévisible. À l'été 1422, lors d'une nouvelle campagne militaire, l'invincible Henri V, aguerri par des centaines de batailles, tomba malade, non pas sous les coups de l'ennemi, mais de la maladie. La dysenterie, fléau des armées médiévales, avait accompli ce que les chevaliers français n'étaient pas parvenus à faire. À 35 ans, le grand conquérant mourut, ne laissant derrière lui qu'un fils de 9 mois, également prénommé Henri, et un plan savamment élaboré qui s'effondrait. Le rêve d'un empire unifié était orphelin. 2 mois plus tard, en octobre de la même année, le malheureux Charles VI rendait l'âme dans son palais parisien. Son long et tragique règne, marqué par des accès de folie, s'achevait. La mort d'un roi à la fois plaint et méprisé par le peuple fut l'élément déclencheur qui divisa la France en deux. Puis commença le grand schisme. À Paris, occupé par les Anglais, des héros proclamaient « Vive Henri VI, roi d'Angleterre et de France ». Un nourrisson, dormant dans son berceau au château de Windsor, était intronisé dans les deux royaumes. Un régent, son oncle, Jean, duc de Bedford, gouvernait en son nom, un homme d'une intelligence froide, d'une main de fer et d'une volonté inflexible. Il était un digne successeur de son frère et sous sa direction, l'appareil militaire et administratif anglais fonctionnait sans accroc. Le nord de la France, y compris la capitale, la Normandie et la Champagne, prêta allégeance au jeune roi. Il semblait que le traité de Troyes était scrupuleusement respecté. Mais au sud de la Loire, les mots résonnaient autrement. Là, dans le petit château de Méhun-sur-Yèvre, une poignée de fidèles du dauphin déchu accomplissaient leur propre rituel désespéré. Apprenant la mort de son père, le jeune Charles revêtit le deuil. Mais ses porte-étendards déployèrent la bannière royale et s'écrièrent « Vive Charles VII, roi de France ». Ainsi, deux rois siégeaient sur le même trône. L'un, un nourrisson, régnant depuis l'autre côté de la Manche, son pouvoir fondé sur les épées anglaises et l'or bourguignon. L'autre, un jeune homme de 19 ans, exilé dans son propre royaume, son pouvoir s'étendant à peine au-delà de sa modeste capitale, Bourges. Ses ennemis le surnommaient avec ironie « le roi de Bourges », et cette raillerie n'était pas dénuée de vérité. Charles VII était un roi sans couronne, sans capitale, et, plus terrifiant encore, sans confiance en lui. Faible et indécis, il était entouré de comploteurs et de favoris. L'ombre de la folie de son père et la stigmatisation de sa bâtardise, séquelle du traité de Troyes, pesaient sur lui comme un fardeau insupportable. Était-il certain de sa lignée? Avait-il un droit divin au trône auquel son père avait abdiqué? Ses doutes le rongeaient et paralysaient sa volonté. Sa cour n'était plus que l'ombre de sa gloire passée. Son trésor était vide, et son armée se composait de bandes disparates de mercenaires et de seigneurs féodaux, dont la loyauté était aussi changeante que le vent. Face à lui se dressait le duc de Bedford, non pas un poète, mais un bâtisseur d'empire, non pas un rêveur, mais un pragmatique. Méthodiquement, étape par étape, il étendit les possessions anglaises, renforça l'alliance avec la Bourgogne et écrasa toute résistance.
Des garnisons anglaises étaient stationnées dans tout le nord de la France, leur commandant régnant d'une main de fer. Pour nombre de Français, las de décennies de guerre civile et de chaos, l'ordre ferme instauré par les Anglais paraissait un moindre mal qu'un avenir incertain sous le roi de Bourges. Les deux Frances se faisaient face de part et d'autre de la Loire sanglante, devenue la ligne de front. Au nord s'étendait la France de l'ordre anglais, des richesses bourguignonnes et de l'humilité parisienne. Au sud, une France invaincue, appauvrie et désespérée, conservait néanmoins le souvenir de son indépendance. Paris priait en anglais et Orléans en français. Reims, la ville sainte où tous les monarques français étaient couronnés, était aux mains de l'ennemi, privant Charles de sa plus importante légitimité, l'onction divine. Le royaume n'était pas simplement divisé. Il était déchiré en morceaux. Son cœur, Paris, battait au rythme de la volonté des conquérants. Son âme était en proie au chaos. L'espoir s'amenuisait. Chaque nouvelle année n'apportait que de nouvelles défaites aux partisans de Charles. Les Anglais et les Bourguignons les repoussaient toujours plus au sud, s'emparant de forteresse après forteresse. Il semblait que l'agonie serait de courte durée et que bientôt toute la France se soumettrait au jeune roi d'Angleterre. Charles VII n'avait ni argent, ni armée puissante, ni foi en la victoire. Le pays était en ruine, son peuple au bord du désespoir. Quelle force pourrait rallumer la flamme dans le cœur des Français? Qui pourrait convaincre le dauphin désespéré qu'il était le véritable roi? En cette heure la plus sombre, alors que l'histoire de France semblait toucher à sa fin la plus glorieuse, le pays retint son souffle, attendant un miracle. Et le miracle était sur le point de se produire. Au début du XVe siècle, la France était à genoux, ensanglantée. Un siècle de guerre avait ravagé ses champs, dépeuplé ses villes et empoisonné ses âmes. Le lion anglais s'était emparé du cœur même du royaume et son emprise se resserrait d'année en année. L'espoir semblait mort, couvant comme la dernière braise dans la cheminée d'une grande nation. Le dauphin Charles, héritier du trône, était un roi sans couronne ni royaume, chassé vers le sud, au-delà de la Loire. Sa cour à Chinon était plongée dans le désespoir et les intrigues, et ses meilleurs guerriers étaient impuissants face à l'avancée anglaise. Le dernier bastion de la résistance française, la ville d'Orléans, était soumise à un siège brutal. Sa chute signifierait la fin de tout, la fin de la dynastie des Valois, la fin d'une France indépendante. C'est en ces heures les plus sombres, alors que l'histoire semblait avoir prononcé son jugement impitoyable, qu'une voix s'éleva des profondeurs de la terre tourmentée. Ce n'était ni la voix d'un commandant, ni celle d'un monarque. C'était la voix d'une jeune paysanne du village de Domrémy, à la frontière de la Lorraine. Elle s'appelait Jeanne. Elle ne savait ni lire ni écrire, ignorait tout de la tactique et de la stratégie, mais en son cœur brûlait une flamme capable de faire fondre la glace de siècles de désespoir. Dès l'âge de 13 ans, affirmait-elle, des saints lui étaient apparus. L'archange Michel, sainte Catherine et sainte Marguerite. Leur voix lui annonçait une grande mission, confiée par le ciel lui-même, lever le siège d'Orléans, couronner le dauphin à Reims et chasser les Anglais de France. Dans un monde imprégné de cynisme et de trahison, cela paraissait de la folie. Une simple bergère, guidée par des voix. Mais ses paroles recelaient une force inébranlable, son regard une pureté et une conviction qui désarmaient même les plus sceptiques. Elle se rendit à Vaucouleurs, auprès du capitaine Robert de Baudricourt, exigeant une escorte jusqu'au dauphin. Il se moqua d'elle, conseillant à son père de la fouetter et de la renvoyer chez elle. Mais Jeanne revint sans cesse,
Sa voix, calme mais ferme, sonnait non comme une supplique, mais comme une sentence du destin. Finalement, brisé par son entêtement et peut-être terrifié par la justesse de ses prédictions, Baudricourt céda. Il lui donna des vêtements d'homme pour sa sécurité et plusieurs guerriers pour l'accompagner. Ainsi commença son incroyable périple à travers le territoire ennemi jusqu'au château de Chinon, où se cachait le futur roi. La rencontre de Chinon entra dans la légende. Pour la mettre à l'épreuve, le dauphin Charles se mêla à la foule des courtisans, plaçant un autre homme sur le trône. Mais Jeanne, qui ne l'avait jamais vu auparavant, traversa la vaste salle, croisant des centaines de visages et, sans hésiter, s'agenouilla devant lui, vêtue modestement et discrètement. « Noble dauphin, dit-elle, je suis envoyée par Dieu pour apporter mon aide au royaume et à vous-même. » Elle lui parla seule, et nul ne sait avec certitude ce qu'elle lui dit. Mais après cette conversation, le pâle Charles, d'ordinaire si incertain, changea. Une lueur s'alluma dans ses yeux. Cette jeune fille lui avait donné ce que ni les généraux ni les conseillers ne pouvaient lui offrir, la foi. Mais avant de lui confier l'armée, elle fut interrogée par les théologiens les plus érudits de Poitiers. Pendant des semaines, ils la mirent à l'épreuve, cherchant dans ses paroles la moindre hérésie ou tromperie. Mais elle répondit à toutes leurs questions insidieuses avec une simplicité et une sagesse étonnantes. « Je ne sais ni A ni B, dit-elle, mais je sais que je suis venue sur l'ordre du roi céleste pour lever le siège d'Orléans. » Sa sincérité et sa piété subjuguèrent les austères clercs. Leur verdict fut sans appel. Il n'y a point de mal en cette jeune fille, seulement bonté, humilité et pureté. Et alors, l'impensable se produisit. Le commandement de l'armée chargée de lever le siège d'Orléans fut confié à une jeune paysanne de 17 ans. On lui confectionna une armure blanche et une bannière blanche ornée de l'effigie de Dieu le Père, de 2 anges et des noms de Jésus et Marie. Brandissant cette bannière, elle apparut devant les troupes. Les vétérans, aguerris par la défaite, la contemplèrent avec stupéfaction. Elle était différente de leur commandant. Elle interdit le pillage et le blasphème, exigea la confession et la prière. Elle transforma une armée démoralisée en une armée de croisés. Sa présence était miraculeuse. Les soldats, la reconnaissant comme une messagère de Dieu, étaient prêts à la suivre coûte que coûte. L'arrivée de Jeanne aux portes d'Orléans changea tout. Elle insuffla une nouvelle vie à la ville assiégée. Là où des commandants français expérimentés comme Dunois avaient agi avec prudence et hésitation, Jeanne exigea une attaque immédiate. Elle mena personnellement les soldats à l'assaut des fortifications anglaises, bastions réputés imprenables. Au cœur de la bataille, bannière à la main, elle galvanisait les guerriers. Lors de l'assaut des tourelles, position anglaise clé, une flèche ennemie lui transperça l'épaule. Évacuée du champ de bataille, elle retira la flèche et récita une prière avant de retourner au front pour mener l'assaut final et victorieux. Les Anglais, le courage brisé, vacillèrent. Ils crurent combattre non pas une simple jeune fille, mais une sorcière ou un ange. Leur esprit combatif fut anéanti. 9 jours après l'arrivée de Jeanne, le siège, qui durait depuis plus de 6 mois, fut levé. Ce fut un miracle qui changea le cours de la guerre. La pucelle d'Orléans devint un symbole de la renaissance de la France. Mais sa mission n'était qu'à moitié accomplie. Elle convainquit Charles de marcher sur Reims, cœur sacré de la France, ville où les rois de France étaient couronnés depuis des siècles. C'était une expédition audacieuse et périlleuse à travers un territoire contrôlé par les Anglais et leurs alliés bourguignons. Mais la renommée de Jeanne
précéda son armée. Des villes qui, la veille encore, étaient fidèles à l'ennemi, lui ouvrirent leurs portes sans combattre. Sa marche sur Reims se transforma en un triomphe. Ainsi, le 17 juillet 1429, dans l'antique cathédrale de Reims, sous des voûtes qui avaient vu défiler des dizaines de monarques, un grand sacrement fut célébré. Le dauphin Charles fut oint du Saint-Crème et couronné roi Charles VII de France. À ses côtés, sur l'autel, se tenait une jeune paysanne de Domrémy, brandissant son étendard blanc. Elle avait tenu sa promesse. Elle avait restauré le roi de France et la foi du peuple français en sa patrie et en son avenir. À cet instant, elle était plus qu'une simple guerrière. Elle était l'incarnation vivante de l'âme de la France, renaissant de ses cendres. La bataille pour la France était loin d'être terminée, mais grâce à Jeanne d'Arc, elle était déjà gagnée dans le cœur des Français. La fumée s'était dissipée au-dessus d'Orléans, mais l'air de la France restait lourd de décennies de défaites et de désespoir. La victoire n'était pas la fin de la guerre, mais simplement le début d'un nouveau chapitre, encore à écrire. C'était un miracle, mais un miracle fragile. Les garnisons anglaises, telles des pointes d'acier, continuaient de transpercer le cœur du pays le long de toute la vallée de la Loire. Le dauphin Charles, toujours hésitant et sans couronne, demeurait dans son château de Chinon, entouré de conseillers pour qui la prudence était synonyme de sagesse et le courage de folie. Il voyait dans la victoire d'Orléans un coup de chance, une occasion de répit et de négociation. Mais Jeanne voyait les choses autrement. Pour elle, Orléans n'était pas la fin, mais seulement le prologue. Sa mission, inspirée par les saints, était claire et inébranlable. Non seulement libérer la ville, mais couronner le roi légitime à Reims et ainsi restaurer l'âme de la France. Pour ce faire, il fallait ouvrir la voie. La Loire, le grand fleuve de France, était la voie de communication militaire des Anglais. Les villes de Jargeau, Meung-sur-Loire, Beaugency, chacune était une forteresse, un bastion du pouvoir anglais, gardé par des vétérans aguerris. Lancer une nouvelle campagne semblait d'emblée suicidaire, mais l'armée, galvanisée par la pucelle, n'était plus cette armée brisée qui s'était terrée derrière les remparts. Un sang neuf coulait dans ses veines. La foi en Dieu, en la France et en cette étrange jeune fille illettrée en armure étincelante qui ignorait le mot « impossible ». Jargeau fut le premier à tomber. L'assaut fut féroce et sanglant. Jeanne elle-même mena les soldats à l'assaut, debout sur l'échelle sous une pluie de pierres et de flèches. Une pierre frappa son casque et la fit tomber. Mais elle se releva aussitôt, sa voix résonnant sur le champ de bataille. « En avant, amis, Dieu les a jugés. » Son courage était contagieux. Les Français, voyant en elle la preuve vivante de la protection divine, se jetèrent sur les murs. La forteresse fut prise. Quelques jours plus tard, presque sans combat, le pont de Meung-sur-Loire capitula. Puis, après un siège court mais brutal, Beaugency tomba. En une semaine, l'armée française, agissant avec une rapidité fulgurante et inattendue, avait accompli ce qui paraissait impensable quelques mois auparavant. La Loire était presque libérée. Les Anglais étaient stupéfaits. Leurs commandants, confiants en leur supériorité, rassemblèrent hâtivement des forces pour une contre-attaque. Les légendaires commandants John Talbot et John Fastolf menèrent leur armée à l'interception, afin d'infliger aux Français une nouvelle leçon sanglante, comme à Azincourt. Ils recherchèrent un terrain découvert où leur arc long pourrait décimer la cavalerie française. Le 18 juin 1429, les deux armées s'affrontèrent près du village de Patay.
mais ce n'était plus Azincourt. L'avant-garde française était commandée par les meilleurs chevaliers de leur temps. Étienne de Vignoles, dit la Hire, et Pothon de Saintrailles. Ils n'attendirent pas que les archers anglais plantent leurs flèches mortelles dans le sol. Une reconnaissance découvrit un détachement anglais qui, en révélant sa position par un cri à insert de passage, priva les Anglais de l'effet de surprise. La cavalerie française, sans la moindre hésitation, fondit sur l'ennemi, comme une avalanche. Ce n'était pas une charge, mais une sentence de mort. Les archers, pris au dépourvu dans leur ordre de marche, n'eurent pas le temps de se regrouper, ni de se préparer au combat. Ce qui suivit ne fut pas une bataille, mais un massacre. Les invincibles archers anglais qui avaient terrorisé la France pendant des décennies furent piétinés, mis en pièces et dispersés. Talbot fut capturé. Fastolf s'enfuit avec les survivants de son armée. Le mythe de l'invincibilité anglaise en combat ouvert vola en éclats en 1 heure. Le pâté est devenu une vengeance pour toutes les humiliations passées. La route vers Reims était désormais ouverte. Mais une fois encore, l'indécision humaine s'en mêla. Les conseillers de Charles le supplièrent de ne prendre aucun risque. Aller à Reims impliquait une longue marche à travers un territoire contrôlé par les Anglais et leurs alliés bourguignons. C'était de la folie, un pari risqué. Mais Jeanne était inflexible. Sa confiance, sa volonté ardente triomphèrent des doutes du dauphin. « Noble dauphin, dit-elle, n'ayez plus de doute, vous serez couronné à Reims. Je vous guiderai. » Et Charles finit par y croire. La grande marche vers le cœur de la France avait commencé. C'était bien plus qu'une simple armée en guerre, c'était un pèlerinage. 12 000 hommes traversèrent le territoire ennemi, guidés par la foi d'une jeune paysanne. Les villes sur leur route ouvrirent leurs portes les unes après les autres. Auxerre, Troyes, Châlons. Leur garnison aurait pu résister, imposer un long siège qui aurait ruiné toute l'entreprise. Mais devant eux se tenait bien plus qu'une armée. Devant eux se tenait une légende. La rumeur de la Vierge envoyée par Dieu précédait l'armée. Les habitants voyaient en Charles non pas le faible dauphin de Chinon, mais leur roi légitime, sur le point d'être couronné. Ils ouvrirent leurs portes non par crainte de l'épée, mais par émerveillement devant le miracle. Le 16 juillet 1429, l'armée atteignit donc sa destination. Devant elle se dressaient les remparts antiques de Reims, ville où, pendant des siècles, les monarques français avaient reçu leur couronne et leur droit divin à régner. Une ville qui, le matin même, était aux mains de l'ennemi. Mais la nouvelle de l'arrivée du roi et de la Vierge avait fait son œuvre. Les autorités municipales vinrent à leur rencontre et, sans qu'un seul coup de feu ne soit tiré, remirent les clés à Charles. Une mission qui, 1 an auparavant, semblait relever de la folie, était sur le point de s'accomplir. La route d'Orléans à Reims était achevée. Une route forgée moins par l'acier que par la force de caractère. Une route qui avait transformé un héritier apeuré en futur roi et des troupes dispersées en une armée de libération. La France, guidée par la lumière d'une simple jeune fille de Domrémy, arriva dans sa ville sainte pour proclamer au monde qu'elle était toujours vivante. Le destin de la guerre ne se résume pas au grondement des engins de siège et au choc des épées. Parfois, il se joue non sur le champ de bataille, mais dans des couloirs froids et obscurs, où les mots s'entrechoquent au lieu du fer, et où l'encre peut se révéler plus mortelle qu'une lame. Pour Jeanne d'Arc, la pucelle d'Orléans, le champ de bataille a cédé la place à une cellule à Rouen. Son combat n'était pas encore terminé. Il entrait seulement dans sa phase la plus terrible et la plus finale.
Capturée par les Bourguignons à Compiègne, Jeanne devint non seulement un précieux trophée, mais aussi une arme politique. Les Anglais, humiliés par ses victoires, ne désiraient pas seulement sa mort, mais son anéantissement total, tant physique que spirituel. Ils payèrent une fortune pour elle, 10 000 livres d'or, et la transportèrent à Rouen, cœur de leur pouvoir en Normandie. Là, derrière les murs d'un château imprenable, se joua l'ultime épisode de sa tragédie. Il ne s'agissait pas d'un procès au sens conventionnel du terme. C'était un spectacle politique, un assassinat judiciaire savamment orchestré, déguisé en tribunal ecclésiastique. À la tête de ce tribunal se trouvait Pierre Cochon, évêque de Beauvais, un homme ambitieux et impitoyable dont la dévotion à la couronne d'Angleterre primait sur son devoir pastoral. Sa tâche était à la fois simple et monstrueuse, prouver que la pucelle qui avait placé Charles VII sur le trône n'était pas une messagère de Dieu, mais une sorcière, une hérétique, un instrument du diable. En condamnant Jeanne, il condamnait également la légitimité de son roi. Le procès dura des mois. Une jeune paysanne illettrée de 19 ans se retrouva face à 70 des théologiens, docteurs en droit et érudits les plus expérimentés de l'université de Paris. Chaque jour, on la tirait du cachot humide où elle languissait, enchaînée, et on la soumettait à des interrogatoires éprouvants. On cherchait à la piéger avec des questions théologiques complexes, à l'enchevêtrer dans les méandres du droit canonique. On l'interrogea sur la nature de sa voix, ses vêtements masculins et le signe qu'elle avait fait au roi. Mais Jeanne, animée d'une foi inébranlable, répondit avec une simplicité et une sagesse étonnantes qui déconcertèrent ses accusateurs érudits. Lorsqu'on lui demanda si elle était certaine d'être en grâce avec Dieu, elle donna une réponse devenue légendaire. « Si j'y suis, que le Seigneur m'y garde, sinon qu'il daigne me guider. » Toute autre réponse, oui ou non, aurait été un piège, une accusation de présomption ou un aveu de péché. Son esprit était aussi aiguisé que l'épée qu'elle ne portait plus. Mais la pression s'intensifiait. Les menaces de torture, les nuits blanches, la solitude et la peur l'épuisèrent peu à peu. Les juges comprirent qu'il leur fallait plus que de simples points de théologie controversés. Il leur fallait ses propres aveux. Le 24 mai 1431, elle fut conduite au cimetière de l'abbaye de Saint-Ouen. Un bûcher était déjà dressé devant elle. La sentence de mort fut lue et on lui offrit un choix, le feu ou l'abnégation. À cet instant, face à l'horreur d'une mort atroce, son humanité l'emporta. Épuisée et brisée, Jeanne accepta de signer l'acte de renonciation, sans en comprendre pleinement le contenu. Elle promit de se soumettre à l'Église et d'échanger ses vêtements d'homme contre des vêtements de femme. Cochon avait obtenu gain de cause. Jeanne fut condamnée à la prison à vie, au pain et à l'eau. Cependant, les Anglais souhaitaient sa mort, non son repentir. La victoire de Cochon fut leur défaite. Alors, le piège final, le plus cynique, fut tendu. Quelques jours plus tard, des gardes anglais firent irruption dans sa cellule. Selon une version, ils lui arrachèrent de force ses vêtements de femme, ne lui laissant que des vêtements d'homme. Selon une autre, ils ne lui laissèrent tout simplement pas le choix. Lorsque les juges vinrent la voir, ils virent ce qu'ils voulaient voir. Jeanne portait à nouveau des vêtements d'homme. C'était un prétexte formel pour la déclarer seconde hérésie. Pour une telle personne, il n'y avait pas de pardon. La sentence était définitive et sans appel. Le matin du 30 mai 1431, à Rouen, le temps était gris et froid. Une foule immense s'était rassemblée sur la place du Vieux Marché.
Au centre se dressait une haute estrade où brûlait un feu de joie. Jeanne y fut amenée, vêtue d'une simple robe blanche. Son visage était pâle, mais ses yeux brillaient de la même foi qu'autrefois. Elle pleurait, non pour elle-même, mais pour la trahison de ceux en qui elle avait confiance. Elle demanda une croix. Un soldat anglais, touché par sa supplique, brisa un bâton et en tressa 2 morceaux pour former une sorte de crucifix. Jeanne le serra contre sa poitrine. Le bourreau alluma le bûcher. La flamme, d'abord timide, gagna en intensité et s'éleva vers le ciel. La fumée l'enveloppa, mais à travers ses volutes âcres, la foule l'entendit répéter sans cesse un nom, son dernier cri. « Jésus, Jésus, Jésus !» Sa voix s'affaiblit jusqu'à s'éteindre complètement. Une fois le feu consumé, les Anglais ordonnèrent d'enlever les braises pour montrer à tous qu'il ne restait rien de la sorcière. Mais la légende raconte que son cœur ne fut jamais consumé par les flammes. Pour empêcher la découverte de reliques et l'organisation de pèlerinages, ses cendres furent recueillies et jetées d'un pont dans la Seine. Les Anglais et leurs complices pensaient effacer à jamais le souvenir de la pucelle de Lorraine. Ils croyaient que le fleuve l'emporterait sans laisser de traces. Mais ils se trompaient. En dispersant ses cendres, ils dispersèrent sa légende à travers la France. L'incendie de Rouen ne marqua pas la fin de son histoire. Il devint son commencement immortel. Le feu destiné à la détruire transforma une simple jeune fille en martyr, et le martyr en un symbole éternel de la France invaincue. Les cendres de Jeanne d'Arc se dispersèrent sur la Seine, mais la flamme qu'elle alluma dans le cœur des Français devint un brasier inextinguible. Sa mort n'était pas une fin, mais un commencement. Elle fut l'étendard du martyr sous lequel la France se releva de ses ruines pour reconquérir ce qui lui revenait de droit. Le roi Charles VII, le dauphin jadis hésitant que Jeanne avait conduit à son couronnement à Reims, trouva enfin la volonté et la détermination dignes de sa couronne. L'ombre de la jeune fille brûlée sur le bûcher planait derrière son trône, réclamant vengeance, réclamant victoire. Charles Ier passa à l'action. La nouvelle ère exigeait de nouvelles méthodes. La guerre n'était plus l'apanage de nobles chevaliers en quête de gloire lors de tournois. Elle devenait un art, une science, un instrument d'État. Le roi, surnommé plus tard le Victorieux, entreprit une transformation discrète mais inexorable de son royaume. Il mena une réforme militaire, créant les premières unités d'armée permanentes d'Europe, les compagnies d'artillerie. Les milices féodales, constituées pour de courtes périodes et souvent indisciplinées, furent remplacées par une armée professionnelle, payée par l'État et fidèle uniquement à la couronne. De nouveaux hommes se tenaient à la tête de cette nouvelle armée. Des commandants talentueux tels que Jean de Dunois, compagnon de Jeanne d'Arc, et le connétable Arthur de Richemont, chef militaire rigoureux et efficace. Mais l'arme principale de la Nouvelle-France n'était pas l'acier, mais le bronze. Les frères Jean et Gaspard Bureau, brillants maîtres artilleurs, créèrent pour le roi la meilleure flotte de canons d'Europe. Leurs canons tonitruants pouvaient écraser les murs des forteresses les plus imprenables, réduisant en ruine des citadelles anglaises séculaires. L'ère de la cavalerie chevaleresque céda la place à l'ère de la poudre et des canons. Cependant, avant que les canons ne puissent déployer toute leur puissance, une victoire diplomatique était indispensable. Le principal obstacle à l'unification de la France était l'alliance de l'Angleterre avec le puissant duché de Bourgogne. Pendant des décennies, les Bourguignons avaient combattu aux côtés des Anglais, contrôlant les terres les plus riches et Paris. En 1435, un événement survenu à Arras changea le cours de la guerre.
Charles VII prit une décision humiliante. Il nia publiquement toute implication dans l'assassinat du père du duc de Bourgogne, Philippe le Bon, perpétré plusieurs années auparavant. Cela suffit. Philippe, voyant la puissance grandissante de la couronne de France et l'affaiblissement des Anglais, rompit l'alliance avec Londres et fit défection auprès de Charles. Le grand schisme, qui avait presque anéanti la France, touchait à sa fin. L'Angleterre se retrouva seule. Ce fut un signal. Dès l'année suivante, en 1436, le connétable de Richmond s'approcha des remparts de Paris. La ville, sous domination anglaise et bourguignonne depuis près de 20 ans, était lasse de cette emprise étrangère. Les Parisiens se soulevèrent. Les portes de la capitale s'ouvrirent à l'armée du roi et le drapeau français flotta de nouveau sur le Louvre. La reconquête de Paris revêtait une immense portée symbolique. Le cœur de la France battait à nouveau à l'unisson avec celui de son roi. La libération méthodique et progressive des territoires commença. L'armée française, telle une marée lente mais inexorable, reprit ville après ville, forteresse après forteresse. L'objectif principal était la Normandie, ancien domaine des rois d'Angleterre, base de toutes leurs invasions. La campagne pour la libérer devint une démonstration de la nouvelle puissance militaire française. L'artillerie des frères Bureau rasa les murs de Rouen, Caen et Cherbourg. Les garnisons anglaises, habituées à se retrancher derrière des fortifications imprenables, se retrouvèrent piégées. En 1450, les Anglais tentèrent désespérément de renverser le cours de la guerre en débarquant une armée fraîche en Normandie. Près du village de Formigny, les deux camps s'affrontèrent lors d'une bataille décisive. Les Anglais, comme à leur habitude, adoptèrent une position défensive solide, déployant leurs archers réputés invincibles. On aurait pu croire que le scénario de Crécy et d'Azincourt allait se répéter. Mais cette armée française était différente. Au lieu de charges téméraires et chevaleresques, les Français déployèrent 2 coulevrines et commencèrent à tirer calmement sur les rangs denses des archers. Lorsque les Anglais, incapables de résister aux barrages, rompirent les rangs et chargèrent, la cavalerie bretonne du connétable de Richmond, arrivée à point nommé, les prit à revers. Le coup fut fatal. L'armée anglaise fut mise en déroute et pratiquement anéantie. Les tactiques qui avaient assuré la victoire à l'Angleterre pendant un siècle furent réduites à néant par la puissance de l'artillerie et l'habile coordination des différentes armes. Après Formigny, le sort de la Normandie était scellé. Le dernier bastion de la domination anglaise sur le continent subsistait, la Gascogne ou Guyenne, avec Bordeaux pour capitale. Cette région du sud-ouest de la France avait appartenu à la couronne anglaise pendant 3 siècles, plus longtemps que tout autre. Ses habitants, vignerons et marchands, étaient étroitement liés à l'Angleterre sur les plans économiques et culturels, et nombre d'entre eux se considéraient comme sujets de Londres plutôt que de Paris. En 1451, l'armée française de Dunois entra dans Bordeaux. Mais les Anglais n'étaient pas prêts à abandonner si facilement leur colonie la plus ancienne et la plus riche. L'année suivante, ils dépêchèrent un corps expéditionnaire sous le commandement de John Talbot, comte de Shrewsbury. Symbole vivant d'une époque révolue, ce vétéran de 80 ans était un commandant légendaire dont le nom avait semé la terreur chez les Français pendant des décennies. Le dernier lion d'Angleterre était arrivé pour livrer son ultime bataille. Son arrivée insuffla un nouvel espoir aux Gascons qui se rebellèrent contre la domination française. L'armée française, commandée par Jean Bureau, pénétra de nouveau en Gascogne.
Près de Castillon, elle occupa un camp fortifié hérissé de centaines de canons. Talbot, fidèle à son courage chevaleresque et méprisant ses nouvelles armes déshonorantes, décida d'attaquer. Deux époques, deux philosophies militaires allaient s'affronter lors d'une bataille finale et décisive aux portes de Castillon qui déterminerait à jamais la souveraineté de la France. Au milieu du XVe siècle, les feux de la guerre, vieux de plusieurs siècles, semblaient s'éteindre. La France, renaissante et unie, reconquit méthodiquement, étape par étape, ses territoires. La Normandie fut libérée. Même l'ancienne Aquitaine, cœur des possessions anglaises sur le continent, était presque entièrement tombée sous le sceptre de Charles VII. Le dernier bastion, le dernier vestige du pouvoir plantagenet, demeurait la Gascogne, avec pour capitale la riche et fière Bordeaux. En 1451, elle tomba à son tour. La guerre semblait terminée. Mais les vieux liens ne se brisent pas du jour au lendemain. Les Gascons, qui avaient vécu sous la couronne anglaise pendant 3 siècles, commerçant leur vin avec Londres, se sentaient étrangers dans la nouvelle France de Charles. Ils envoyèrent des messagers outre-Manche, implorant son aide, réclamant le retour de celui qu'ils considéraient comme leur suzerain légitime. Et l'Angleterre, épuisée, déchirée par des luttes intestines qui allaient bientôt culminer dans la guerre des Deux Roses, répondit à leur appel. Elle envoya son dernier grand héros, sa légende. Il s'appelait John Talbot, comte de Shrewsbury. Il avait près de 70 ans, un lion gris dont le nom avait inspiré la terreur aux Français pendant des décennies. L'Achille anglais, le fléau de la France, il était l'incarnation vivante d'une époque révolue de bravoure chevaleresque et de courage indomptable. À l'automne 1452, Talbot débarqua en Gascogne avec une petite troupe. Son arrivée eut l'effet d'une bombe. Les villes, dont Bordeaux, lui ouvrirent leurs portes. Les garnisons françaises furent chassées. Il semblait que les flammes de la guerre se rallumaient d'une ferveur nouvelle et finale. Le roi Charles VII, surnommé le Victorieux, n'avait aucune intention d'accepter cette humiliation. Il agit lentement mais avec détermination. 3 armées françaises, telles des tenailles d'acier, commencèrent à encercler la Gascogne rebelle. À l'été 1453, elles assiégeaient la forteresse stratégique de Castillon sur la Dordogne. Les forces françaises n'étaient pas commandées par un noble aristocrate, mais par un homme d'une ère nouvelle, Jean Bureau, grand maître de l'artillerie de France. Il n'était pas chevalier, mais ingénieur, un génie de la tactique et de la fortification. Sachant que Talbot viendrait tôt ou tard au secours des assiégés, Bureau lui prépara une surprise. À l'est de la ville, sur la rive du Tibre, il ordonna la construction d'un camp fortifié. Il ne s'agissait pas d'un simple abri temporaire pour l'armée, mais d'une véritable forteresse miniature, un profond fossé, un haut rempart de terre couronné d'une palissade de bois. Mais son arme principale se trouvait derrière cette palissade, 300 canons. 300 canons de calibres variés, des bombardes lourdes aux coulevrines légères, leur gueule pointée vers le champ de bataille, attendant l'ennemi. Jean Bureau avait créé une machine de mort, le piège parfait pour la cavalerie. Le matin du 17 juillet 1453, un épais brouillard enveloppait la ville. John Talbot, ayant appris que l'armée française levait le siège et battait en retraite, quitta aussitôt Bordeaux. Le vieux guerrier était plein de détermination. Il croyait en une attaque éclair, en la puissance invincible d'une charge de cavaliers en armure. Dans sa hâte, il laissa derrière lui son infanterie et les célèbres archers anglais, n'emportant avec lui que l'avant-garde, quelques 1300 cavaliers lourdement armés.
À son arrivée à Castillon, Talbot constata que l'avant-garde des archers français battait effectivement en retraite vers le camp principal. Cela confirma sa conviction que l'ennemi était en fuite. Les habitants de Castillon, voyant le nuage de poussière soulevé par la retraite des archers, crurent eux aussi à une fuite paniquée des Français et envoyèrent un messager à Talbot pour lui annoncer la bonne nouvelle. Ce fut une erreur fatale. L'orgueil, l'impatience et de fausses informations le conduisirent droit dans le piège. Ignorant des avertissements de ses capitaines qui lui conseillaient d'attendre l'infanterie, Talbot donna l'ordre d'attaquer. Au cri de guerre, « Pour Talbot !» Pour Saint-Georges, les chevaliers anglais se ruèrent en avant. Ils s'attendaient à voir un ennemi en fuite, mais se trouvèrent face à un mur de fortifications silencieux et menaçant. Et à cet instant, le mur s'anima. Jean Bureau donna l'ordre. Des centaines de mèches s'enflammèrent. Le champ devant le camp explosa dans un déluge de feu, de fumée et de morts. Ce n'était pas une bataille, c'était un massacre. La première bataille de l'histoire européenne remportée presque entièrement par l'artillerie. Des boulets de canon en pierre et en fer s'abattirent sur les rangs denses des assaillants, transperçant hommes et chevaux sans distinction. La mitraille fauchait les chevaliers comme une faux. Les bannières furent déchirées en lambeaux, les armures, jusque-là invulnérables, se brisèrent comme des coquilles d'œufs. Des cris de rage se mêlèrent aux hennissements et aux râles des chevaux mutilés. L'attaque s'enfonça dans le sang avant même d'atteindre le fossé. Mais Talbot était Talbot. Il rassembla ses troupes décimées et lança une nouvelle offensive. Il ne pouvait croire que ces vaillants chevaliers puissent être arrêtés par cette machine diabolique et sans âme. Il combattit comme ses ancêtres avaient combattu à Crécy et à Azincourt, s'appuyant sur son courage et son acier. Mais le monde avait changé. Lors de la seconde attaque, un boulet de canon frappa le cheval du comte de Shrewsbury. La puissante bête s'effondra, écrasant son cavalier. Le légendaire Achille anglais gisait immobile au sol. La bataille faisait rage autour de lui. Son fils, le vicomte Lisle, tenta de protéger son père, mais tomba à ses côtés. Des soldats français, sortant du camp pour contre-attaquer, encerclèrent le commandant anglais gisant au sol. L'un d'eux, un simple fantassin ou archer, reconnut le vieil homme comme étant le grand Talbot et lui fracassa sans ménagement le crâne d'un coup de hache. Ainsi, dans la boue et le sang, au grondement des canons, s'acheva la vie du dernier grand commandant anglais de la guerre de 100 ans. Sa mort sonna le glas de toute l'armée anglaise et de la Gascogne anglaise. La bataille se transforma en massacre. Les survivants des forces anglaises furent dispersés et anéantis. La bataille de Castillon fut le dernier accord de la longue et sanglante symphonie de la guerre de 100 ans. Un accord assourdissant, joué non pas par les trompettes et les timbales, mais par les canons. Elle annonça la fin de l'ère de la chevalerie et la naissance d'une ère nouvelle, celle de la poudre et de l'artillerie. 3 mois plus tard, Bordeaux tombait. L'Angleterre perdit définitivement ses possessions françaises, ne conservant que le port de Calais. La guerre de 100 ans, qui avait duré 116 ans, s'achevait enfin, non pas à la table des négociations, mais sur le champ de bataille, où la vieille Angleterre fut anéantie à bout portant par la Nouvelle-France. La flamme allumée par Jeanne d'Arc dans le cœur des Français ne s'éteignit pas avec sa mort. Au contraire, son martyre transforma l'étincelle de la colère populaire en un brasier dévorant. La guerre, qui durait depuis des décennies, entrait dans sa phase finale et décisive. Il ne s'agissait plus d'une simple querelle dynastique pour la couronne, ni d'une succession de luttes féodales. Sur les champs de bataille,
dans les villages incendiés et les villes assiégées, naissait une nation nouvelle, la nation française. Le roi Charles VII, le dauphin autrefois indécis qui devait son trône à la pucelle d'Orléans, se transforma. Inspiré par les victoires et conscient de sa mission historique, il commença à agir avec une fermeté calculée. Il comprit que les anciennes méthodes de guerre étaient vouées à l'échec. La milice féodale, rassemblée pour de courtes périodes et plus soumise à ses seigneurs qu'au roi, était un instrument peu fiable. Les pillages des bandes de mercenaires, les écorcheurs, ravageaient le pays autant que ceux des Anglais. La France avait besoin d'une armée nouvelle, et elle l'obtint. En 1445, Charles VII entreprit une importante réforme militaire, créant les premières unités militaires régulières d'Europe, les compagnies d'ordnance. Ce fut une mesure révolutionnaire. Le roi disposait désormais d'une armée permanente et professionnelle, entièrement financée par la couronne et ne répondant qu'à elle. Les cavaliers en armure étincelante, entraînés et disciplinés, devinrent le symbole du pouvoir royal renaissant. Parallèlement, les frères Bureau, Jean et Gaspard, créèrent un puissant détachement d'artillerie. Les canons français, fondus selon les techniques les plus modernes, devinrent les meilleurs du monde. L'ère des archers anglais, qui avaient semé la mort à Crécy et à Azincourt, touchait à sa fin tragique. Fort d'une armée nouvelle et animé d'une foi renouvelée en la victoire, Charles Ier entreprit la reconquête méthodique de son pays. La Reconquista était lancée. En 1449, les Français pénétrèrent en Normandie. Ville après ville, château après château, tous se rendirent aux troupes royales. Les Anglais, démoralisés et déchirés par les luttes intestines, ne purent plus opposer la même résistance. La bataille de Formigny, en 1450, sonna le glas de la domination anglaise en Normandie. L'armée française, agissant de manière coordonnée et appuyée par l'artillerie, infligea une défaite cuisante à l'ennemi. La discipline et les canons triomphèrent du courage et des arcs longs. Le dernier bastion des Plantagenets sur le continent demeurait la Gascogne, ou Guyenne, avec Bordeaux pour capitale. Cette région était sous domination anglaise depuis 3 siècles. Ses vignerons étaient étroitement liés au marché anglais et la noblesse locale voyait avec méfiance l'ascension du roi de France. Mais ce bastion, lui aussi, tomba. En 1451, Bordeaux capitula. La guerre semblait terminée. Mais le vieux lion refusait de mourir. Les Anglais, galvanisés par les Gascons, lancèrent une ultime tentative désespérée pour reconquérir ce qu'ils avaient perdu. À l'été 1453, une armée commandée par le célèbre vétéran John Talbot, comte de Shrewsbury, âgé de près de 80 ans, débarqua en Gascogne et reprit Bordeaux. Talbot était une légende vivante, l'incarnation même de la prouesse militaire anglaise. Son nom sema la terreur chez les Français pendant 40 ans. Le dénouement eut lieu le 17 juillet 1453 au château de Castillon. Talbot, confiant dans la victoire, mena ses troupes à l'assaut du camp français fortifié. Mais il était loin de se douter de ce qui l'attendait. Ses chevaliers ne furent pas accueillis par une palissade de lances, mais par un déluge de feu tiré par 300 canons français. Ce fut un massacre. Les boulets de fer transpercèrent les armures, anéantissant des rangs entiers d'assaillants. L'attaque anglaise fut noyée dans le sang. Dans cet enfer, sous une grêle d'obus, John Talbot lui-même périt. Sa mort devint le symbole de l'effondrement de tous les espoirs anglais. La bataille de Castillon, dernière grande bataille de la guerre de 100 ans, fut gagnée non par l'épée, mais par la poudre à canon. Ce fut le glas des tactiques médiévales,
et de la domination anglaise en France. Bordeaux capitula bientôt définitivement. La guerre, qui avait duré 116 ans, était de fait terminée. Aucun traité de paix ne fut signé. Les Anglais, plongés dans la sanglante guerre civile connue sous le nom de guerre des Deux Roses, perdirent tout simplement la capacité et la volonté de combattre sur le continent. De toutes leurs vastes possessions, ils ne conservèrent que le port de Calais. La France était en ruine. Des générations n'avaient connu aucune paix. Les champs étaient abandonnés, les villages incendiés, la population réduite de moitié. La famine et les maladies ravageaient le pays, mais de ces cendres et de ces souffrances naquit un État nouveau. La guerre avait anéanti l'ancien ordre féodal. Les puissants ducs, jadis capables de défier le roi, étaient morts, ruinés ou enrôlés de force au service de la couronne. Le pouvoir du monarque, forgé dans l'épreuve, devint absolu et incontestable. Mais le changement le plus important s'est opéré dans les mentalités. Si, au début de la guerre, un habitant de Bourgogne ou de Provence se considérait avant tout comme bourguignon ou provençal, il commençait désormais à se percevoir comme français. Un ennemi commun, des souffrances communes, une victoire commune et une sainte commune. Jeanne d'Arc unirent ces territoires disparates en un seul tout. La loyauté envers le roi cessa d'être un simple devoir de vassal. Elle devint un sentiment patriotique. Langue, culture, passé historique partagé, tout cela forgea l'identité nationale. La guerre de 100 ans fut une tragédie monstrueuse, une longue et sanglante nuit de l'histoire de France. Mais c'est dans ce creuset de souffrance que se forgea le royaume médiéval. Il fut remplacé par un État centralisé des temps modernes, doté d'une monarchie forte, d'une armée professionnelle et surtout d'une nation unie, consciente de son unité et de son destin. Des cendres et du sang de la guerre de 100 ans, goutte à goutte, naquit une nouvelle âme nationale. La France était née.